famille traditionnelle, parce que souvent la maréchalerie, c'est quelque chose qui nous mord assez jeune et on reproduit souvent ça dans le métier d'artisanat. Moi, à l'origine, je suis universitaire. Je m'éloigne parce que j'ai des trous dans le visage. Je suis universitaire et en fait, à un moment, j'ai eu envie d'un retour un métier manuel qui ait plus de sens et surtout dont je vois la portée immédiate. Et je me suis tourné vers le cheval et vers la maréchalerie. J'ai fait ce métier de façon conventionnelle pendant quelques années et je me suis retrouvé dans des échecs thérapeutiques dans beaucoup de cas, notamment sur la fourbure, sur le centre naviculaire, puis sur des trucs assez simples comme les scènes, etc. Et ayant fait des études universitaires, je suis bilingue en fait, je suis allé voir ce qui se passait dans la maréchalerie anglo-saxonne. Et il se trouve que dans le monde anglo-saxon, on a deux corps de métier qui ont évolué vers le cheval. On a celui de vétérinaire équin, qui sont allés chercher un peu plus pour mettre la main à la pâte, en jeu de mots, sur les chevaux, et ils sont devenus ce qu'on appelle des equine podatristes, c'est-à-dire des podologues équins en version anglaise. Et on a aussi des maréchaux ferrants qui ont essayé d'obtenir un peu des connaissances liées à la médecine vétérinaire, donc ils sont allés un petit peu puiser dans le terreau de la médecine et de l'approche médicale, et ils sont devenus aussi des podologues équins. Donc on a ces deux corps de métier qui ont fait ça. Et dans le monde anglo-saxon, on n'a pas vraiment de clivage comme on en a en France. Alors je vais vous poser une simple question. Si je vous parle du mot podologue équin, qu'est-ce que ça vous évoque? Un mot, deux. Pieds nus, quoi d'autre? Parage, ouais, merci. Il y a un autre mot qui sort? Pas d'autre mot? Alors moi je vais vous en donner un autre. Parage naturel, pro-pieds nus. Et en fait, c'est pas ça. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. On a créé l'école en fait pour transmettre une vision de la podologie et permettre à la France de légiférer et d'encadrer un peu cette profession qui est une profession émergente. Alors, le mot podologie équine, en lui-même, il veut dire simplement l'ensemble des connaissances qui sont liées aux pieds et à l'appareil locomoteur du cheval. Donc ça, c'est un corpus théorique. Donc on pourrait être théoricien de la podologie équine si on voulait, mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'aspect préventif. C'est-à-dire qu'en plus de développer des connaissances liées à l'appareil locomoteur, à l'anatomie fonctionnelle, on va venir former des professionnels qui soient capables d'intervenir régulièrement sur les chevaux dans le but d'appliquer ce qu'on appelle une médecine préventive. Donc on va les former à avoir une vision générale du cheval qui va leur permettre de travailler avec d'autres professionnels, notamment des thérapeutes manuels et des vétérinaires, pour éviter que le cheval passe dans l'état de maladie en fait. Donc pour ça, on va gérer l'entretien des sabots, de la même façon que le ferait un maréchal ferrant, pas dans les techniques ni dans la compréhension, mais dans la cyclicité du rendez-vous. On va gérer les soins préventifs au niveau des pieds, et puis bien sûr, on va s'occuper principalement de l'aspect pathologique. Et c'est dans ce point-là qu'on va détailler après qu'il y a une vraie plus-value de la podologie, parce que dans la gestion des pathologies, la maréchalerie, c'est un métier qui est empirique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, c'est un vieux métier, on a testé des choses et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et du coup, on a gardé tout ce qui marchait et on l'a mis dans une recette, on appelle un manuel, et on dit voilà, vous avez telle pathologie, et bien il faut faire ça. Vous avez tel problème, il faut faire ça. Et souvent, le ça va être un fer. Donc, on va avoir un ensemble de tournures de fer et de techniques qui vont servir à résoudre différentes choses. Mais en réalité, une maladie ou une anomalie chez un cheval, c'est pas juste j'ai un truc et une solution. Ça va être d'où vient ce problème. Est-ce qu'il est la résultante d'une suite de problèmes qui se sera accumulés à la manière de dominos, qui se sera accumulés les uns les autres, et qui aurait déclenché cette maladie. Et le podologue, en fait, on va le former à aller chercher l'origine du problème et à savoir s'il peut s'en défaire tout seul, et s'il ne peut pas, aller travailler en synergie avec d'autres professionnels, notamment le vétérinaire équin, l'ostéopathe et le masseur, pour venir gérer ça. Chose que ne va pas forcément faire le maréchal qui est tout seul souvent et qui n'a pas trop le temps de travailler avec d'autres. Alors, des trucs un peu pompeux, hein. Le podologue va passer un certain nombre de temps et d'années à étudier l'anatomie, puis après à comprendre comment les choses bougent ensemble. Parce qu'on peut très bien apprendre à décrire les choses, mais à comprendre comment elles bougent, à la fois mécaniquement, c'est-à-dire l'un par rapport à l'autre, mais aussi comment elles bougent à l'intérieur, comment circule le sang, comment le cheval ressent les sensations, comment il capte la douleur, comment il la ressent. Tout ça, ça fait partie du processus qu'on essaie de mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne va pas être sur des protocoles où on va juste mettre un dispositif qui va avoir une action mécanique, genre par exemple, est-ce que quelqu'un a déjà eu une fédère orthopédique? Levez la main, comme un levé fédère orthopédique. Qu'est-ce qu'il a eu, votre cheval?
aviculaire. Ouais. Quel type? Ça, je ne sais pas du tout. Je suis encore en formation. Donc il va bien. Oui, il va bien. Bon, alors là, on a une maladie, on va la définir très rapidement. C'est une maladie qui perturbe la locomotion et l'équilibre du cheval, qui va altérer sa posture et qui déclenche une douleur localisée dans l'arrière-pied, dont les origines peuvent être multiples. Et donc là, on vous a prescrit une ferrure par votre vétérinaire, je suppose, pour ça, et elle a été mise en place par le maréchal. Voilà. Dans l'approche en question, souvent, le professionnel là, ne s'est référé qu'à une seule dimension, c'est-à-dire la dimension mécanique. Je veux changer l'ondulation, etc. En podologie, on va s'intéresser à la dimension circulatoire, à la dimension neurologique. On va s'intéresser aussi à la dimension émotionnelle, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment que ce cheval mobilise tout ce que la nature lui a donné au cours de ces millions d'années d'évolution pour guérir. Ça paraît un peu pompeux, mais vous allez voir, c'est simple. Alors, la prise en charge, elle est préventive, donc ça c'est le rendez-vous, toutes les 5-6 semaines par exemple. Elle peut être curative, on vient quand ça ne va pas. C'est souvent ce qui se passe actuellement dans la gestion des chevaux. C'est-à-dire que comme on ne les écoute pas vraiment, au moment où ils manifestent, là, hop, on a le vétérinaire qui vient, le maréchal, le podologue, mais on attend qu'ils n'aillent pas. Nous, on aimerait que les gens soient plus autonomes et qu'ils soient capables de voir des choses pour éviter qu'on aille dans la maladie, qu'on soit obligé de réparer quelque chose qui aurait été endommagé. Et puis aussi, la podologie, c'est un domaine de connaissances scientifiques dans lequel il y a de la recherche fondamentale, c'est un autre pôle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont podologues et qui sont allés sur le terrain un moment mais qui n'y vont plus, et qui par contre vont plutôt faire de la recherche en laboratoire pour trouver des solutions qui seraient applicables par les petites mains sur le terrain, mais qui seraient inspirées de recherches scientifiques. Sur le PowerPoint, là, on voit une planche anatomique assez ancienne, ce qu'on savait très bien dessiner à l'époque, ce qu'on fait moins bien maintenant. Et puis, à gauche, là, et puis on a notamment deux choses qui ont évolué, donc 3 générations. On a la génération du dessin, par exemple, avec le professeur Henri Boulet, qui était un anatomiste spécialisé dans l'anatomie des mammifères, notamment du cheval, il y a 200 ans. Et puis, à côté, on a une radiographie, technique moderne, inventée au XIXe siècle. Et enfin, dernier stade d'évolution de ça, on va avoir le vénogramme. C'est l'image que vous voyez à droite, où par le biais d'un produit qu'on injecte dans le système veineux, on va pouvoir, avec la radiographie, observer la circulation sanguine à l'intérieur du pied. Ça nous amène à la dimension vasculaire. C'est-à-dire que quand je fais une radiographie, je vois des os. Mais il se trouve que dans le pied du cheval, il y a d'autres choses. Il y a du cartilage, des tendons, des ligaments. Et pour aller les chercher, ces structures-là, c'est pas forcément évident. Des fois, on peut utiliser l'échographie, des fois, non. Et surtout, si on arrive à les repérer, comment est-ce que ça vit dedans? Il se trouve que la vie, elle est portée par les fluides et notamment par le sang. Donc on a besoin de savoir s'il y a des zones qui seraient en absence de circulation et qui ne permettraient pas à la vie de se réparer. De façon plus pratique, le podologue, c'est un locomotricien. C'est-à-dire qu'avant chaque rendez-vous, il va faire une évaluation de la locomotion de façon à voir si le cheval est dans un déplacement qui est normal, qui n'est pas altéré, avec des asymétries. Je vous donne un exemple, on va regarder le cheval de profil, donc je suis un cheval, puis je marche et puis je vais regarder la longueur d'enjambée de mon cheval, ses foulées antérieures par exemple. Et puis je ne suis pas dans la batterie, mais si je me rends compte qu'il a une enjambée plus courte à droite qu'à gauche, comme là par exemple, je vais me demander, plus court ça peut être de 5 cm ou 10 hein. Je vais me demander, est-ce que c'est plus court quand le mouvement va vers l'avant ou vers l'arrière? Et tout ça, on va le mettre dans un rapport. Après, on va observer le cheval en statique. On va regarder comment il se tient. J'ai mon cheval, vous avez un cheval naviculaire, j'ai mon cheval, est-ce qu'il se met bien au carré? Ou est-ce qu'il pointe? Est-ce qu'il se balance? Etc. Tout ça, on le rentre dans un tableau, dans notre tête, ou sur les carnets, pour ceux qui l'utilisent. Et on continue à observer notre cheval. Après, on va faire un tour du cheval et un tour de l'environnement. On va regarder s'il y a des déformations. On rajoute ça à notre faisceau d'informations. On va regarder l'environnement, on va poser des questions. Qu'est-ce que vous faites avec? Comment il mange? Quel est son environnement de vie? À quel rythme, etc. Et on rajoute tout ça. Et à la fin, je viens pourquoi? Est-ce que je viens pour l'entretien ou est-ce que je viens parce que vous avez un souci? Et il se trouve que dans le monde dans lequel on vit, pourquoi la podologie équine? Qui a déjà entendu parler de podologue? Levez la main.
En bien ou en mal? Le bien, enlevez la main. Mal, levez la main. 2, c'est bien. Eh bien, il y a raison aussi, on va en parler. Enfin, je pense qu'Alice en a parlé, mais pour que cette profession soit reconnue et qu'on entende parler qu'en bien, il faut cadrer le truc. Alors, le podologue, actuellement, il est très mis en avant pour 2 raisons. Premièrement, parce que souvent, il y a des gens qui sont allés vers l'échec thérapeutique, avec 1, 2, 3, 4 maréchaux, 1, 2 vétérinaires, etc. Et en fait, ils sont complètement désemparés et ils sont prêts à faire tout. Donc, il y a quelqu'un qui vient et qui leur dit « il faut faire ça », ils le font. Et bien souvent, ça marche. Et puis, on en entend parler aussi parce qu'il y a des phénomènes, là, depuis le Covid, où on dit pro-pieds nus, pro-pieds nus, pro-pieds nus. Nous, à l'IFPE, on n'est pas pro-pieds nus. À l'IFPE, on est pro-cheval. C'est-à-dire qu'on veut que le pied soit sain. Donc, si la solution pour monsieur, c'était de mettre un fer, et que le cheval va bien, et qu'il se régénère, bah, c'est ma solution, parce que je suis pro-cheval. Si la solution, c'était de ferrer le mettre une hyposondale, c'est ce qu'on aurait fait. Et du coup, on est aussi orthésiste. C'est-à-dire que, comme on n'est pas 100% pour le pied nu, on est pour le cheval sain, on considère qu'il est possible, parfois, de devoir utiliser un appareillage qu'on met sur le pied du cheval pour soit changer sa locomotion, soit changer sa posture, soit changer sa circulation sanguine, changer aussi les informations qui pourraient remonter dans son cerveau, dans son équilibre, atténuer sa douleur, tout ça. Et donc ça peut fonctionner sous forme de coque, de bande, de fer plastique, de plein de choses. Et comme les maréchaux sont aussi des podologues, eh ben ça peut aussi fonctionner sous forme de fer, qu'importe, du moment que le cheval guérisse. Alors je vais vous donner un exemple là. Donc là sur la radiographie en haut de gauche, c'est un KWPN qui fait du dressage amateur. Et en fait le cheval est soudainement devenu rétif à la monte. Il agressait la cavalière, il agressait le maréchal, voire même on était obligé de mettre un fil au niveau de la porte parce qu'il agressait les gens qui passaient dans l'écurie. Et ça devenait un petit peu compliqué, et à un moment, dans la tête de la cliente, il y avait des problèmes de pied aussi, et donc elle m'appelle. J'arrive sur le cheval, et ce qu'on constate dans l'examen locomoteur, c'est une asymétrie de la locomotion, un problème de posture, on met le cheval sur des tapis de pression, on se rend compte qu'il écrase complètement une épaule, c'est-à-dire qu'il s'enfonçait presque, si je l'avais mis sur une surface très molle, il s'enfonçait complètement dans le sol d'un côté, et de l'autre côté, c'est comme s'il était en lévitation. On fait les radiographies des pieds avec le vétérinaire, et on constate qu'il y a une différence d'angulation. Alors les radios ne sont pas très belles, mais si vous regardez le pied gauche en haut, l'angle de la phalange par rapport au sol. Alors, dans la boîte cornée c'est le long, c'est juste un élément protecteur. C'est ça la boîte cornée. Dans cette boîte cornée, il y a un doigt. Ça, c'est un doigt. Il y a 3 phalanges dedans. Et en fait, ce doigt, il peut avoir différentes angulations dans la boîte cornée, en fait. Et donc, il y avait un pied gauche avec une angulation plus forte que le pied droit. Ce qui veut dire que le cheval, en fait, quand il marchait genre avec un talon aiguille d'un côté et un pied plat de l'autre côté. Donc ça change les mouvements de son genou, ça change la flexion de son épaule, ça change les tensions sur les cervicales, ça change plein de choses. Et il se trouve que c'était couplé avec une technique d'équitation où on obligeait ce cheval à aller droit alors qu'il ne voulait pas. Donc à force, il en avait marre et il manifestait clairement son mécontentement par rapport à la situation. Ce cheval, donc là on a les photos de ses pieds à gauche en haut, puis après on a le après. Donc là, les 2 radios du haut, c'est au début de la prise en charge. Les 2 radios du bas, c'est juste avec un parage et une mise en hyposondale. C'est-à-dire qu'il y a eu un thérapeute manuel qui a fait de la massothérapie, il y a eu une séance d'ostéopathie, une séance de massothérapie, et des hyposondales pour lâcher toute la contrainte des fers. Parce que ce cheval à gauche, enfin en haut à gauche, il était ferré avec un pinçon. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un pinçon? Donc il y avait une petite pointe de métal devant d'un côté, et de l'autre côté il y en avait 2, et c'était même pas la même taille de fer. C'est-à-dire qu'il avait du 38, je puis dire, à gauche, puis du 42 à droite. Donc vraiment 2 pieds complètement différents. Je me suis dit, bon, essayons de voir ce que le cheval peut faire de lui-même. On va le détendre, on va l'écouter, et on va le laisser se régénérer. Et spontanément, sans aucune orthèse, sans appareillage, il est venu réguler lui-même son angle palmaire. Bon, il y a toujours une différence d'1 degré, mais il est venu réguler son angle palmaire. En parallèle, son pied a changé complètement. J'observais sous la couronne en haut l'angulation qu'on a, le pied fuyant, les différents angles de paroi, puis après la linéarité
et la beauté de l'aspect de la corde sur le pied après. Puis du dessous, il a changé aussi. Et en fait, ce cheval, il a changé dans son comportement. Et il est reparti en équitation de dressage avec sa cavalière, qui était bien contente. Il est toujours pieds nus, parce qu'il se trouve que c'est resté comme ça. Mais il serait reparti vers le ferrage, ça n'aurait pas spécialement dérangé non plus, à condition que le ferrage ne redégénère pas ses pieds. Donc il aurait fallu que la personne qui veut le faire, elle réfléchisse à des moyens de ferrage qui puissent être physiologiques. Il se trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on en parlera après. Alors je vous donne un autre exemple. Donc là, c'est un exemple de rééquilibrage au niveau de la phalange, enfin du doigt. Sur la photo de gauche, pour vous expliquer, on a un cheval qui n'est pas pareil. Je ne sais pas si vous voyez, ici, là, c'est usé, là, c'est long. Ok, il a eu 2 mois de pouce, et son pied, comme il est un petit peu cagneux, son pied est un peu plus long en interne. On a pris un laser de chantier, qui est une boîte carrée qu'on pose au sol, on l'a posé par terre. On a fait un trait au milieu de son doigt, au milieu de son platuron, en faisant un repérage anatomique. Et puis, après, je suis venu décaler mon laser pour que le centre du laser passe bien au centre du canon. Okay, et si je zoome plus haut, alors vous ne voyez pas trop parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais en fait on a fait un repérage anatomique sur son avant-bras et on s'aperçoit en fait que le laser coupe, il y a un trait là, au travers, ça coupe ici. Ça c'est avant parage. Donc on a le laser, si on le fixe sur le canon, le sabot, il part complètement à l'intérieur, et le bras, il fait l'inverse. Ça fait un truc un peu comme ça, si je devais schématiser. Maintenant, on fait le parage le plus simple du monde. Vraiment, rien de compliqué. Il n'y a pas de chanfrein, 42 degrés, 30 degrés, je fais des trucs au niveau des talons, etc. Je fais juste un parage en suivant la 3e phalange, et je repositionne mon laser au milieu du canon. Qu'est-ce qui se passe ? Le canon est aligné avec le platuron, qui est aligné avec la boîte cornée, et quand on regarde l'avant-bras, le laser passe par le milieu de l'axe articulaire de l'avant-bras. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout d'un coup, ce cheval, qui avant était obligé de compenser une déformation de surpied en faisant des rotations, des déviations articulaires plus haut, tout d'un coup, juste avec un parage, peut se remettre bien d'aplomb dans ses pieds, en fait. Et ça, c'est instantané. Maintenant, si je prends ce cheval, que je ne laisse pas droit, et que je le fais sauter ou que je lui donne une contrainte physique énorme, le décalage qu'il y a peut être traumatisant pour les articulations, pour les ligaments, etc. D'où le fait que c'est important de parer les chevaux et de les parer correctement. Et si en plus, je mets une orthèse rigide en mettant trompé de parage, il n'a aucun moyen de corriger le tir. Il ne peut pas user son pied pour dire tiens, c'est un peu trop d'un côté, le gars qui a fait les pieds s'est trompé, aucun moyen de gérer ça. Donc le fait de poser une orthèse sur le pied du cheval, c'est quelque chose qui est extrêmement critique. C'est très... c'est vraiment... il ne faut pas se tromper, quoi. Il faut vraiment faire attention. Alors que s'il est pieds nus, le cheval peut s'autoréguler. Alors, est-ce que tout ça, c'est vraiment un nouveau métier ? Ou est-ce que, en fait, c'est des maréchaux qui ont eu beaucoup d'échecs dans leur vie, ou beaucoup de chevaux compliqués, ou qui avaient bien des chevaux compliqués, et qui vont essayer de trouver des solutions pour faire ça. Du point de vue de l'école, c'est un nouveau métier. C'est même un métier distinct de celui du maréchal ferrant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être les deux. Moi, je suis les deux, et on a plein d'élèves qui sont les deux. On a tout comme on a des professeurs qui sont vétérinaires et podologues équins. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être les deux. On a des gens qui sont dentistes et podologues équins, ostéopathes et podologues. Mais c'est vraiment un métier à part entière. C'est un métier qui est dans la convergence, en fait, comme ce que j'expliquais, entre l'approche médicale, globale du vétérinaire, pas le vétérinaire ou le très spécialiste, le vétérinaire qui s'intéresse aux animaux, et puis du maréchal ferrant qui serait allé chercher autre chose que des connaissances empiriques du A plus B égale C, mais se dire que le A découle de peut-être autre chose. Et cette vision-là qu'on a, en fait, c'est une vision de soignant. La maréchalerie est définie comme un métier d'artisanat, et c'est un métier de création, de production. Le podologue équin, lui, est plutôt dans un métier de soin. On n'a pas les mêmes profils psychologiques entre les gens qui veulent être podologues et les gens qui veulent être maréchaux. Entre guillemets, hein, parce que la variation individuelle fait qu'il y a des maréchaux qui sont des soignants. C'est d'ailleurs la première appellation du terme. Le mot maréchal
Ça vient de Marshall, en vieux français, qui veut dire soigneur du cheval. Les premières facultés vétérinaires en France ont été construites sur la connaissance des maréchaux ferrants. C'est peut-être ce qui explique aussi la difficulté de communication entre la vieille génération des maréchaux et les vétérinaires. Donc on a vraiment, pour moi, cette différence qui va naître dans l'approche globale, l'aspect santé, plus que l'aspect je vais créer quelque chose que je vais apposer sur le pied du cheval. Le gros problème qu'on a actuellement, c'est que cette profession, elle ne veut rien dire. Alors, je repose la question pour les gens qui ont levé la main sur ils ont déjà entendu parler de podologue équin. Est-ce que vous avez un podologue équin? Levez la main. 3. 5. Je comptais sur vous pour les maréchaux. Est-ce que vous avez deux? Ah bon. Ouais. Qui a un maréchal, s'il vous plaît? 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et maintenant, je vais vous demander, sur les podologues équins, est-ce que vous êtes renseigné sur leur niveau de formation? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait comme formation? Comment? À la nôtre, ouais. Une autre, hasard. Quelqu'un a un podologue qui a fait une formation autre que la nôtre? Non? Non? Non plus? Non, maréchal. Ça, c'est le problème, parce que ce mot podologue équin, en fait, moi, quand j'ai commencé le métier, ça n'existait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait une école américaine qui venait en France, qui formait ce qu'on appelle des DEP. Eux, ils s'appelaient podologues, mais en fait, ça n'était pas du tout connu. Et donc, on avait des gens qui faisaient du parage, parce qu'il y a toujours des gens qui ont fait du parage, pas que les maréchaux. Donc, il y avait des gens qui se disaient pareur, pédicure équin, et ils faisaient leur truc dans leur coin, et ça se passait bien. Et puis, tout d'un coup, il y a cette espèce de mot scientifique, podologue équin, qui sort, et qui a un argument commercial. Et on a des gens qui n'ont fait aucune formation, ou des stages de 2 jours sur les pieds en bois ou en résine, et qui s'installent et qui vont s'attaquer à de la pathologie. C'est un gros souci. Donc l'école, elle a été créée aussi pour ça, pour encadrer ça, et que quand vous appeliez un podologue, si vous appelez un maréchal ferrant, vous appelez quelqu'un qui est diplômé. Nous, on aimerait que quand vous appeliez un podologue, vous appeliez quelqu'un qui est diplômé, qui a eu un examen, qui a justifié le nombre d'années d'études et d'une expérience sur le terrain. Celle-là, je vous la passe. Je pense que vous avez compris. Alors, il y a un autre mot qui sort. Qui a déjà entendu parler de parage physiologique? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que quelqu'un a une définition à nous donner? Parage physiologique, pour moi, c'est un parage qui prend en compte pas mal de choses sur le cheval, dans l'activité, l'âge, sa morphologie. Voilà. Un mot plus utile et qu'on devrait utiliser au lieu d'utiliser le parage naturel. Alors, le parage naturel, ça n'existe pas. Hein. Il y a des méthodes de parage qui sont dictées par des modèles dits naturels, entre guillemets. C'est-à-dire, je prends un cheval, j'ai une photo qui me plaît, un pied qui me plaît, qu'il soit du Grand Canyon américain, dans le bassin ou autre aux Australies. Puis je prends cette photo et j'essaie de l'appliquer sur tous les chevaux. Ça ne marche pas. Déjà, la moitié de ces chevaux-là sont malades. Et en plus, essayer d'appliquer sur un sabot une image, ça s'appelle de la sculpture, en fait. Donc, c'est très loin du vivant. La définition de madame sur le parage physiologique, on va la compléter. La physiologie, c'est l'étude du vivant, de comment il communique avec ce qui est autour de lui. Je parle au niveau organe, au niveau cellulaire, de comment il grandit, comment il tombe malade, comment il se répare, et comment il finit par s'éteindre. En fait, c'est l'étude de la vie, globalement, à l'intérieur d'un être vivant. Ce mot parage physiologique, il veut dire en fait qu'on va essayer d'avoir une technique de parage, une approche du parage, qui encourage la vie, donc qui encourage la régénération, la bonne santé, et surtout le respect de tout ce que la science peut nous apprendre. Que ce soit des mots un peu compliqués comme biomécanique, etc. On va essayer ça. Alors, le sabot du cheval, le gros problème qu'on a aussi, c'est la méconnaissance du sabot du cheval. Le sabot du cheval, c'est quoi? C'est un organe qui est l'organe de contact avec le sol du cheval. C'est-à-dire que le cheval tient sur ses 4 pieds, et c'est avec ça qu'il va communiquer avec le monde comme avec sa tête. C'est les 2 endroits où il va échanger avec son environnement, la tête et les pieds. C'est un organe qu'il porte tout le temps, c'est un organe qui lui permet de courir, c'est un organe qui lui permet de faire du bruit, et c'est un organe qui est hautement sensoriel. C'est pas un bout de bois
informe sur lequel il peut taper et qui va s'user, etc. C'est un truc qui est vraiment mou. La boîte cornée du cheval, les gens sont étonnés de se rendre compte à quel point le sabot c'est mou, en fait. Nous, on a l'impression que c'est dur, parce que ça ressemble un peu à du bois, et on a l'habitude d'avoir du bois qui est dur. Donc dans notre tête, le sabot c'est mou. En fait, le sabot, là, on a fait une impression 3D. On a disséqué des pieds, on les a exangulés, on a enlevé l'ongle, et on a regardé à la main comment ça se déformait, comment ça bougeait. Puis après, on a imprimé en 3D, en plastique, des éléments, et on a mis un maillage à l'intérieur qui nous permet de reproduire la dureté à la compression, la dureté en mobilité, et on se rend compte qu'en fait, le sabot du cheval, je vous le montre, c'est une structure, je sais pas si vous voyez, c'est une structure qui est mou. C'est-à-dire que si mon cheval perd son ongle, ce que j'ai, c'est ça, et c'est vraiment mou. C'est tellement mou que ça se plie, ça ondule, ça se replie, ça se courbe, ça se déforme dans toutes les dimensions. On appelle ça une structure viscoélastique, parce qu'elle a la capacité, une fois que je l'ai pliée, normalement de revenir à sa position initiale. Et elle est visqueuse, elle est un petit peu comme... c'est pas dur en fait. Ça c'est le premier point. La paroi protège le pied et c'est quelque chose qui est dynamique, qui change. On va changer de slide. Dans la notion de parage, en fait, parage ça veut dire mettre droit à l'origine. Parer quelque chose, c'est le mettre droit. Dans la notion de parage, il y a beaucoup d'écoles de parage qui s'intéressent à ça. Comment je mets ça droit? Pour y coller un fer, pour le mettre d'aplomb. Qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Et le focus, il est dessus. C'est-à-dire que si ça c'est déformé, qu'est-ce que je peux déformer pour qu'il ait la même forme que ça? Quelle tournure je dois donner à mon fer pour qu'il ait la même forme que ce qui est déformé là? Et en fait, on vient suivre, parce que comme c'est une structure qui est déformable et souple, et qui prend les compensations, si on ne réfléchit qu'en pensant à ça, et bien en fait, on a un train de retard. C'est-à-dire qu'on est en train de définir notre protocole de parage sur quelque chose qui est lui-même déjà déformé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va être le cas de formes de fer, par exemple, qui ne sont pas du tout anatomiquement bien placées, ou qui ont des formes biscornues, parce qu'ils viennent suivre quelque chose qui est déjà déviant. Et on a un problème avec le principe de brocher. Moi, je suis maréchal, j'adore brocher. C'est qu'une fois que le pied est très déformé, on est obligé de le brocher quand même. Et s'il est parti tellement loin, on a peur. On a peur de ramener le pied bien, parce qu'après, on ne pourra plus mettre de fer dessus. Et donc, il y a un biais qui se crée, il y a beaucoup de pieds qui se déforment, parce que, en fait, c'est pratique qu'ils soient déformés, parce qu'on peut bien enfoncer les clous, mais on ne risque pas de blesser le cheval. Parce que c'est dangereux de mettre un fer. Donc, si c'est bien large, bien, etc., c'est plus facile de ferrer, quoi. Et il y a beaucoup de collègues chez qui j'interviens qui disent ne fais pas ça, on ne pourra plus ferrer. Et bien, c'est pas grave, on fera autre chose, on fera de la podologie. Alors, définition du parage, on a un vétérinaire qui s'appelle Christopher Pollitt, qui dit que ça passe par l'alignement des phalanges. Alors, c'est une théorie qui dit que ça doit être droit. C'est une définition, je ne vais pas toutes les faire, mais en fait, à chaque époque, on a eu plusieurs visions sur qu'est-ce que doit être le parage. Et un coup, c'est une vision qui est géométrique, un coup, c'est une vision qui est liée à l'imagerie, un coup, c'est une vision, c'est une théorie, en fait. Et après, les gens, ils y adhèrent ou pas. Nous, en podo, en fait, on n'adhère pas à des théories. On adhère à ça. C'est-à-dire qu'on va évaluer la position des phalanges, des articulations à travers la boîte cornée, et on va tout centrer sur ce qu'on appelle les structures internes. On ne va pas s'intéresser à ce qu'il y a à l'extérieur. On est affranchi de ça. Si ça c'est déviant, je l'enlève. Alors je ne vais pas enlever son sabot, mais je peux enlever toute une partie de son sabot si elle est déviante et si elle ne sert à rien, et surtout si elle entretient une mauvaise posture. Alors, on va prendre un exemple encore. Donc là, sur la photo, on a fait un demi-parage. C'est-à-dire que partie gauche, pas pareil, partie droite, pareil. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Je ne sais pas si vous voyez, la pince du cheval est très loin. Pourquoi? Parce que le sabot du cheval, il pousse de façon oblique vers l'avant comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instant T, quand j'ai fait mon parage, le doigt est aligné sur mon ongle. Mais 12 semaines après, l'ongle est décalé vers l'avant. Et donc, les
centres de pression du pied sont plus du tout alignés avec la colonne articulaire. Alors, si je peux vous faire un exemple, c'est ça. Moi, je ne suis pas un cheval, mais j'ai des gros sabots aux pieds. Là, ici, j'ai un centre de gravité qui est ici. D'accord? Il tombe entre un rectangle, là, sur mes pieds. Et bien, si j'envoie, là, il y a un fil de plomb qui tombe. Si je l'envoie vers l'avant, à un moment, je suis obligé d'utiliser les muscles sous-plantaires pour m'empêcher de tomber vers l'avant. Et donc, j'arrive à réguler ma posture, à gérer un peu le tournoi, j'appuie à mort sur mes orteils pour essayer de ne pas tomber. À l'inverse, là, j'en ai pas, donc là, c'est plus critique pour moi. Je vais finir par tomber. Le problème du cheval, c'est que sous le carpe et sous le tarse, il n'y a pas de muscles. Il n'y a que des cordes tendineuses dont les muscles sont placés bien plus haut. Ça veut dire que ce cheval-là, pour fonctionner correctement, eh ben son pied, c'est un handicap, parce qu'il est trop long. Que ce soit vers l'avant, sur un côté, c'est un handicap pour lui. Et du coup, il est obligé de compenser en faisant des élévations des genoux. Je vais à la plage, j'ai une palme, je fais ça. Et je m'en sors. Le cheval, il va à la plage, il a une palme, il fait ça. Est-ce que vous êtes à main levée, il y a des chevaux qui traînent les pieds ici? Personne? Pas de chevaux dans la pince est coupée, les fers coupés? Non, pas grave. Donc ça, c'est embêtant pour eux parce que ça met des contraintes que les ostéopathes connaissent bien au niveau de l'encolure, des cervicales. Et après, nous, on vient en équitation vouloir donner quelque chose à la tête du cheval, mais comme il est hyper contracté musculairement au niveau de l'endroit et la charnière entre les deux, il est bloqué. Donc on va vouloir, nous, avoir un pied en podologie qui est tout le temps court, qui est tout le temps le plus court possible, à condition que ça ne génère pas de douleur. De côté, ça donne ça. On voit mieux peut-être cette déformation qu'on va avoir. Et puis c'est un phénomène qui est auto-entraînant, c'est-à-dire que plus la pince est épaisse, plus elle résiste à l'usure, et plus les talons, eux, souffrent, s'usent et se tordent. Et donc plus on laisse les pieds longs, plus les pieds ont tendance à partir vers l'avant. Est-ce qu'à main levée, qui a un cheval, enfin, un professionnel aurait dit de votre cheval qu'il ait les pieds plats, fuyants et pas de bons pieds? Main levée, personne? Elle est formidable, votre échange. Les chevaux vont bien, c'est génial. Non, vous, non, pas? Bon, très bien. Bon, ben, je ne raconterai pas mon anecdote alors. Alors, là, on voit différents types de tournures, de formes. On voit sur le petit dessin à gauche un pied à peu près équilibré. Au milieu, on voit un pied qui partirait vers un côté, et l'autre, un pied qui partirait plutôt vers l'avant. Et puis, ça va se voir aussi sur l'arrière du pied, avec des barres, par exemple, qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Tout ça, ça va avoir des conséquences sur la posture, et ça va avoir des conséquences aussi sur la façon dont le cheval va percevoir son environnement. Un cheval, s'il a une déformation de la boîte cornée, peut sentir des pressions qui vont l'obliger à ne pas poser son pied comme il devrait. Et donc, comme il ne va pas poser son pied comme il devrait, il va sous-vasculariser un endroit, sous-muscler une partie de son corps, se contracter, se dévier, etc. Et à terme, au début, on va juste parler de contracture musculaire, c'est pas très grave. Puis après, ça va toucher des tissus qui sont un peu plus denses, comme les tendons, les ligaments. Et puis après, ça va finir sur du très dense, comme les os, en fait. Et on aurait pu intervenir dès le début de la contracture ou du changement de posture. Alors, ça veut dire que quand le podologue il arrive sur un cheval, il doit enregistrer dans sa tête ou sur un papier la posture du cheval, les compensations, sa locomotion, ses asymétries, la forme de ses pieds, les divergences par rapport à un modèle théorique standard, les points de pression. Et puis, en parallèle de ça, qu'est-ce qu'il fait, quel terrain, qu'est-ce qu'il mange, comment sont ses dents, quel âge il a, comment va son système digestif. Tout ça pour essayer que, en conseillant et en travaillant avec d'autres professionnels, ils puissent amener le maximum de conditions favorables à la réparation, à la régénération. Et c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que on arrive, on n'a pas une solution toute faite. Il faut mettre une manche à main ici ou une pince couverte. On dit non, faudrait faire venir un nutritionniste. Là, d'abord, il faudra passer par un massothérapeute, puis après un ostéopathe. Puis peut-être qu'il faut appeler le vétérinaire en premier pour faire un check-up complet. Alors là, on dit ça aux clients et je voulais une solution un peu plus rapide. Mais dans la nature et dans le vivant, les solutions rapides, il y en a une qui est très rapide, c'est la mort, et le reste, ça prend du temps en fait. Donc, principe du physiologique, Hippocrate a dit
Le médecin soigne, la nature guérit. Nous, on essaie de mettre le cheval et son propriétaire, en tant qu'auxiliaire de soins, dans des conditions où il peut se guérir tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de médicaments. Ça ne veut pas dire qu'on a un refus de plein de trucs. Ça veut dire qu'il faut qu'on cherche des solutions, y compris en pharmacopée, qui ne nuisent pas à ce qu'on veut faire. Donc peut-être utiliser telle classe d'anti-inflammatoires et pas telle classe. Peut-être utiliser des analgésiques et pas des anti-inflammatoires purs. Peut-être, avant de faire un traitement prescrit par le vétérinaire, discuter avec le vétérinaire et peut-être préparer le système digestif à recevoir ce traitement. Ça peut être plein de choses, mais ça doit rester en collaboration avec le corps médical soignant, c'est-à-dire le véto, le maréchal si un maréchal, l'ostéopathe, le masseur, qu'importe. Et si c'est un cheval de sport, son entraîneur, parce que c'est lui qui le fait travailler. C'est un couple d'athlètes. Autre petite maxime, on ne peut guérir la partie sans soigner le tout. Ça, c'est Platon qui a dit ça, c'était il y a longtemps. Et c'est cette vision, en fait, qu'on ne peut pas prendre le pied du cheval juste à 30 cm au-dessus du sol. Quand on arrive en clientèle, je vais en refaire mon interrogation, il faut que je trouve un truc sur le suite quand même. Qui appelle un professionnel, le cheval est à la tâche, il part les pieds, il le laisse à la tâche et il s'en va. Levez la main. Formidable. Bon, c'est rapide. Ça, c'est terrible comme attitude. Hein. C'est-à-dire, les choses sont à la tâche, on fait les pieds, on s'en va, à aucun moment on les regarde. C'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Quoi. C'est le meilleur moyen de ne pas faire de préventif. De ne pas dire, ah, là, ça serait peut-être bien de regarder pourquoi ce cheval a mal à cet endroit-là. Et c'est aussi le fait que lever la tête des pieds des chevaux, ça permet de se dire que peut-être qu'il y a des causes en haut qui atterrissent en bas. Et peut-être qu'à un moment, il y a des causes en bas qui entretiennent une symptomatique en haut. Alors, je refais encore un essai. Qui est derrière un ostéopathe? Levez la main. Il n'y a pas d'ostéopathe. Ostéopathe, quelqu'un? Très bien. Est-ce qu'il revient et c'est régulièrement la même chose qu'il traite? Oui. Il revient tous les combien? Mais il a une pathologie? Non. Ah, ok. D'accord. Mais là, il est dans du préventif. Là. Il vient pour que ça se passe bien. Ok, donc ça ne marche pas. Bon, si votre ostéopathe, il vient tous les 3 mois et que sur le compte rendu, vous avez tout le temps la même chose, c'est que le problème ne vient pas de l'ostéopathe, c'est que le problème vient de quelqu'un d'autre, en fait. Peut-être que ça vient des pieds, peut-être que ça vient du travail, peut-être que ça vient des accessoires. Mais il faut se poser la question de pourquoi être obligé de se battre contre un moulin et faire la même chose à chaque fois. Quoi. Dernière maxime, la structure gouverne la fonction. Ça, c'est un médecin américain qui est le découvreur de l'ostéopathie qui l'a formulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut décomposer. Vous voyez, je parlais de cette corde-là. Ça, le sabot, c'est une structure. Okay, et il se trouve que cette structure, elle a plusieurs fonctions. Elle sert à porter le cheval, empêcher qu'il structure la phalange par des chocs, protéger son système vasculaire, emmagasiner de l'énergie en se déformant, en restituant. Et en fait, chaque structure du pied du cheval, on peut lui attribuer une série de fonctions. À quoi ça sert? Et il se trouve que si la structure est défaillante, la fonction est défaillante. Vous n'avez plus de rein, et ben, vous n'allez plus aux toilettes. Quoi. Vous avez un problème de foie, ben, une hépatite grave, vous êtes probablement mort. Vous n'avez plus de pancréas, ça ne va pas non plus. Donc le but, ça va être de se dire, est-ce que la structure est intacte? Est-ce qu'elle peut accomplir ses fonctions? Et si elle ne les accomplit pas, qui accomplit ses fonctions pour elle? Je vous donne un exemple. Fonction amortissement pied de cheval. Si le pied de cheval n'amortit pas, c'est le boulet qui amortit trop. Si le boulet ne peut plus amortir trop, c'est l'épaule qui amortit trop. Si l'épaule ne peut plus amortir trop, c'est les cervicales basses et tout le verrou qui est bloqué. Donc on doit toujours se poser la question de quel est le rôle? Est-ce qu'il le fait correctement? Est-ce qu'il peut le faire, etc. Et ça nous amène à vraiment observer les chevaux, en fait. Alors, en dehors de cette partie physiologie, là, il y a un truc qui est un iceberg caché, l'iceberg de la podologie, c'est l'arrière-pied du cheval. Et là, je me rends compte que j'ai oublié mon cartilage en bas, au stand. Là, ce qu'on voit là, c'est une boîte cornée vue derrière.
Alors, je vous la mets comme ça. Ici, là, comme ça. Et en fait, on voit la phalange au centre, la troisième phalange. Et de chaque côté, il y a des cartilages. Et en fait, si on prend un sabot de cheval, je vais prendre un pied, en fait. Si on prend ce pied-là, là, ça va être l'os. Si je le divise en parties. Cette partie-là, elle est osseuse et il y a de la corde et c'est très dur. Cette partie-là, c'est une partie articulaire. J'ai une articulation ici, une articulation là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est une partie qui est mobile et en plus j'ai la couronne qui est au même endroit. Toute cette zone-là, elle peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Et puis à l'arrière, j'ai une partie qui est plus ou moins molle. Je vais avoir du tendon, des ligaments et surtout des cartilages ingéaux. C'est des cartilages de l'ongle qui sont là, qu'on voit en blanc de chaque côté. Quand vous regardez un pied de cheval, si je sépare mon pied en deux là, Si je regarde ça, ça dépend de la troisième phalange. Si je regarde ça, ça n'a aucun rapport avec la troisième phalange. Ça dépend de la conformation du cartilage collatéral et du coussinet digital et de comment il est structuré. Ça veut dire que 90% des problèmes de pied, où on dit mon cheval a les pieds plats, mon cheval a les pieds fuyants, mon cheval il a pas assez de sol, mon cheval il a un axe pâturon de pied brisé, etc. Le problème n'est pas osseux à l'origine, il peut le devenir, hein, mais il n'est pas osseux. Il est lié à des tissus qui sont dynamiques, qu'on peut changer, et qui vont définir vraiment tout un tas de variables qui sont à même de créer des pathologies. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'arrière-pied. Alors, ça a été étudié pas par des podologues, en fait, mais par des vétérinaires. Parce que ceux qui font de la recherche, c'est eux, en fait. Professeurs de biologie, professeurs de neurophysiologie, vétérinaires, et c'est eux qui travaillent là-dessus. Et donc, ils ont déterminé, en fait, que dans le pied du cheval, il y avait aussi différentes fonctions par zone. Là, sur ce pied qu'on voit là, en 5, là, en rond, vous avez l'articulation qui est bougée du sabot. Puis vous avez plein de repères. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais grosso modo, ça veut dire que l'arrière du pied est prévu pour amortir, encaisser de l'énergie, que le milieu du pied est prévu pour faire un mouvement vers l'avant ou un mouvement vers l'arrière, et que le devant du pied est prévu pour s'ancrer dans le sol et pousser le cheval vers l'avant, à la manière du bout d'une perche qu'on aurait plantée dans le sol. Et à partir du moment où il n'y a pas d'équilibre entre l'avant, le milieu et l'arrière, on a une maladie qui apparaît. Si on a des équilibres à l'avant, on a une maladie à l'avant. Si on a des équilibres à l'arrière, on a une maladie à l'arrière. Si c'est au milieu, on a une maladie au milieu. Et on peut classer les maladies comme ça. On peut mettre ostéite avant, ostéite milieu, syndrome naviculaire arrière, blême avant, et ainsi de suite. Tous, on peut les catégoriser par défaut d'équilibre entre ces différentes parties du pied. Alors, je vous montre un peu comment ça bouge, cette histoire. Donc là, on a un pied qu'on a coupé en deux et on le met sous pression, en fait. Et là, on voit différents phénomènes, notamment on voit que la sole, je passe, hop. Je ne sais pas si vous voyez, la sole, ici, là, la voûte solaire vient s'écraser au sol. Ça va revenir, la vidéo. On voit le naviculaire qui est en pression, parce que le pâturon descend avec le boulet, ça vient écraser complètement les structures internes. Reviens, s'il te plaît. Alors c'est Christopher Pollitt qui a fait ça, qui est professeur de biologie et vétérinaire australien, qui a passé 40 ans de sa vie à étudier les chevaux, notamment les chevaux férots. Il travaille sur la fourbure, notamment. Je remets. Et là, ici, ça s'écrase. Et alors, pour que cette arche fonctionne correctement, parce que là, on parle d'une arche, il faut que l'avant et l'arrière soient équilibrés. Et la clé de voûte de cette arche, vous voyez une arche que c'est ? Un pont. Sur un pont, vous avez deux poteaux, vous avez une voûte et vous avez une clé de voûte. Ça vous parle, peut-être ? Et là, le naviculaire, c'est la clé de voûte. Et c'est lui qui encaisse tout, parce que la clé de voûte, c'est la pièce en architecture qui encaisse tout. En fait, le pied du cheval est tellement aimé par les ingénieurs, etc., parce que c'est d'une beauté fascinante, en fait. L'organe est tellement évolué et spécialisé que, quel que soit le métier qui regarde ça en détail, s'il est ingénieur en mécanique, neurologue, etc., on trouve une profondeur et une beauté incroyables. Un autre exemple, ça c'est intéressant, donc là on a une coupe, on a coupé, je vous montre comment c'est coupé.
Là, j'avais mon sabot qui était comme ça. Et je suis venu couper ça comme ça, là, d'accord? Donc on voit du dessous ce qu'il y a. C'est-à-dire que vous regardez en fait un bout de la deuxième phalange, et puis le coussinet digital est en blanc, les deux bandes blanches de chaque côté, là, ici, c'est les cartilages collatéraux de chaque côté. Et en fait, selon l'état de cet arrière-pied, là, le technicien appuie dessus, c'est, je vous fais la traduction, hein. C'est mou, graisseux, c'est vraiment visqueux, un peu dégoûtant. D'accord ? Ça, c'est le coussinet digital du cheval. Et puis, on voit que les cartilages sont blancs, qu'il n'y a pas trop de vascularisation. Et après, il prend un deuxième pied. Regardez la zone blanche, là, les cartilages de chaque côté. Il y a une vascularisation très forte autour et à côté. Et là, quand il appuie sur cet arrière-pied, il n'arrive pas à enfoncer son doigt. Là, ce qui s'est passé, c'est que cette structure-là, ici, elle est dynamique. Ça a été étudié sur les rhinocéros, les tapirs, les chevaux, les zèbres, par des biologistes, en fait, qui ont fait des études à la fois au niveau cellulaire et en environnement réel, notamment sur des sites de dégénération. Sur les éléphants, c'était en zoo. Ils ont fait des IRM des pieds à l'arrivée en zoo, et des IRM des pieds 2 ans après l'arrivée. Et ils ont compté, parce qu'il y a des pédicures dans les zoos, qui vont nettoyer les pieds, en fait. Et ils se sont aperçus que les éléphants déclenchaient des maladies, des fourmilières, des infections, des doigts, les mêmes choses que ce qu'on trouve chez les chevaux, en fait. Parce que ce pied s'est dégénéré, a changé de forme, et a déclenché les mêmes troubles qu'on va retrouver sur tous les ongulés. Autre exemple, là. Alors là, c'est la mobilité que je vous ai montré tout à l'heure. Donc sur un ongle, on fait ça, comme ça. Donc on voit que ça bouge bien. Puis la fourchette va bouger bien aussi. Et, j'ai pas de deuxième vidéo, tiens. Bah, si vous venez sur le salon, il y a une chose avec un fer. Avec un fer, il ne se passe rien. Parce que de toute façon, le fer ne bouge pas. Donc le cheval, quand il prend une courbe, ne peut pas gérer la courbe. Et donc, c'est les articulations qui vont gérer ça, plutôt que la boîte cornée, qui est normalement l'organe en charge de gérer la courbe. Parce qu'au niveau anatomique, il ne l'a pas. Autre exemple de déformation. Je pose ma question. J'essaye. Oui. Sur la vidéo précédente, qu'est-ce qui peut faire que... Le coussinet, ce qui se développe, c'est le trotting léger et une bonne alimentation. En fait, c'est des structures qui sont à base de fibrocartilage. Donc il faut d'abord qu'il y ait de nutrition qui permette de créer ces structures-là. Et ensuite, il faut qu'on ait des phénomènes de compression qui sont importants, mais sans douleur. Ça se dégénère. Aucune activité physique. Et aucune activité, en fait. Le pied du cheval s'adapte à son environnement. Vous avez un pied de cheval, j'aurais pu vous la montrer, mais il y a des vétos qui ont pris des pieds de chevaux dans un milieu sec, par exemple. Ils les ont fléchés, ils les ont emmenés dans des marais. Puis ils sont revenus les prendre un an après. Et ils ont pris le cheval du marais, et ils l'ont emmené dans le désert. Et ils sont revenus le voir. Enfin, c'est pas un an après, en fait. Tous les mois, en hélicoptère, ils allaient les flécher à distance pour faire des photographies et des radios des pieds. Et en fait, le pied du cheval qui était soi-disant parfait dans le désert, arrivé dans le marais un an après, il avait des selles, des évasements, des infections, etc. Et à l'inverse, celui qui était dans le marais, qui est considéré comme moche pour nous, était devenu adapté à son environnement. Il se trouve que le pied avec des selles et une assiette dans le marais, en fait, il est adapté. C'est moche selon nos critères esthétiques, mais il est adapté à son environnement. Et le pied très court dans le désert et sur les pistes, il est adapté. Le pied de montagne est adapté à la montagne. Si je prends un pied très court et très haut en talon que je l'envoie dans le marais, le cheval il s'enfonce jusqu'au genou. C'est plus du tout adapté. Donc le vivant cherche à rester vivant à tout prix. Donc il va y avoir des adaptations. Si votre cheval il est en pâture et qu'il ne fait rien, jamais, il a des pieds qui lui permettent de faire je mange, je mange, je mange, je m'ennuie, je mange, je joue, je m'ennuie, je mange. Et il n'a pas besoin d'avoir des pieds mieux que ça, parce que c'est fonctionnel pour lui. Par contre, si vous mettez une selle au-dessus et que vous voulez galoper et partir en rando, ça ne marche plus. Et là, il faut lui laisser le temps de créer de la structure, en respectant ses besoins. Ça répond ? Oui, donc le deuxième pied qu'on a vu, c'était pas forcément pathologique, c'est juste... Le deuxième pied, honnêtement, il est un peu trop. C'est-à-dire que la nature n'aime pas les extrêmes. Le trop faible, c'est pas bon.
Le trop mou, c'est pas bon, le trop dur, c'est pas bon non plus. C'est la voie du milieu le mieux en fait. Donc on peut pas avoir. Deuxième pied, c'est la, entre guillemets, c'est commercial. C'est-à-dire qu'on monte deux extrêmes opposés, quoi. Moi, j'aurais bien aimé voir ce cheval vivant. Ça se trouve, au niveau de locomotion, il aurait eu aussi des problèmes. Probable ou pas, je ne sais pas. Donc là, on a un pied dont on a paré le cheval, le pied pas correctement. En fait, on voit que comme la boîte cornée est élastique, eh ben, sa couronne va changer de forme. Ses talons vont changer d'emplacement. Ces talons qui avant étaient placés ici vont terminer là, juste parce que je ne l'ai pas paré correctement. Et puis, on peut se faire le schéma inverse, en fait. Ça, c'est par exemple, c'est le cas des talons fuyants. Je vais y arriver. On peut faire le schéma inverse, c'est mon cheval a des talons fuyants et une pince longue. Eh bien, essayons. D'accord. Appliquons un certain type de parage, une certaine technique, pour donner de la mobilité à la boîte cornée. Et comme la couronne, c'est du fibrocartilage, pouf, et que c'est mou, ça se décontracte. Parce que la couronne, c'est mou, le sabot, c'est mou. Bon, je vous montre avec des scènes aussi. Là, ça vient d'un institut de parage en Allemagne. Pour que vous compreniez un petit peu, à partir du moment où la posture et la locomotion ne sont pas bonnes, ce qui se passe. Là, on a son cheval qui va marcher. Il va avoir une locomotion qui est pathologique, qui va marcher en pince. À force de marcher en pince, il va exercer des contraintes anormales. Et il ne va pas stabiliser son pied. Ses barres vont commencer à se coucher. Ses talons vont commencer à avancer. Il va commencer à avoir des pieds en trèfle, des évasements sur les côtés. Et à force d'avoir une boîte cornée qui n'est pas du tout de la bonne longueur et bien répartie autour du doigt, elle va se déchirer en fait, tout simplement. La boîte cornée est protecteur mais n'est pas porteur à 100%. Si elle est porteur à 100%, elle exerce trop de pression sur la couronne, elle tiraille son accrochement au doigt et ça affaiblit le pied en fait. Et c'est très difficile de parler de ça parce que un maréchal ferrant, il a besoin de la boîte cornée. C'est son outil principal, c'est son interface de contact avec le pied. Donc, enlever de la corde, c'est gênant. Pour un podologue, enlever de la corde, du moment que le cheval soit bien, c'est pas forcément gênant. Je vous montre un autre exemple. Je regarde l'heure quand même. Voilà. Ça va aller beaucoup plus vite, on va y arriver. Là, on a un cas de déséquilibre en fait, entre deux talons. Vous voyez qu'il y a un talon qui avance plus que l'autre. En fait, ça va créer une asymétrie d'un côté, donc le pied va se déformer et créer une scène d'un côté, probablement au niveau d'un quartier. Tout déséquilibre entre l'avant et l'arrière fragilise la boîte cornée et l'abîme. En fait. Donc là, on a une scène qu'on appelle une scène car qui va apparaître en fait. Celle qui peut être douloureuse pour le cheval et qui peut perturber sa posture et sa locomotion. Voire même impacter tellement son équilibre de lui-même que ça reste après. Une fois que la cause primaire est enlevée, il a enregistré ça dans sa tête et il continue à se déplacer de façon anormale, tant qu'on ne lui a pas appris qu'il pouvait se déplacer correctement. Je vous donne un exemple, un cheval qui a mal au pied, parce qu'il a été trop paré. Si cette situation dure longtemps, le cheval cherchera à marcher en bas côté, quand bien même je l'aurais ferré avec une plaque de silicone, j'aurais des hyposandales avec un matelas comme ça, il continuera à préférer l'herbe tant qu'il n'aura pas compris qu'en fait il peut marcher bien. Alors parlons un peu de vascularisation. Tout ça c'est vivant. Le pied du cheval consomme plus de glucose que le cerveau du cheval. Donc les pieds des chevaux consomment 4 fois plus, ça va 4, de glucose que le cerveau. C'est l'inverse chez nous. Hein. Chez nous, c'est le cerveau qui consomme tout. Même chez les haltérophilistes, le cerveau reste l'organe qui consomme le plus de glucose. Ça veut dire qu'il a une capacité à se régénérer et à vivre qui est hyper importante. Fort heureusement, sinon il mourrait assez vite. Mais ça veut dire aussi que
si on l'équilibre correctement, il a toutes les ressources en lui pour recréer un réseau vasculaire et se redévelopper, recréer de la structure, la modifier, etc. Ça vient de l'adage, vous savez, le cheval, c'est un cœur, etc. On va la passer, parce qu'on est en retard. Alors, tiens, petite photo là. Sur la photographie qu'on voit là, donc c'est un pied. Et en fait, on voit que ce pied, il y a un écart entre le talon et la pince, il y a un trou sur ce pied-là précisément. En fait, sur ce pied, son arche à l'intérieur, elle est faite comme ça. Et donc, si je fais un parage à plat, c'est-à-dire si ma corne touche la râpe à cet endroit-là, et ben en fait, le pied va se dévier. Et il va s'affaiblir, et le cheval va devenir malsain. Et donc, je suis obligé de suivre en fait la sole du cheval pour avoir une paroi qui est parfaitement lisse et un pied qui est équilibré. Si je cherche à tout près avoir un truc plat, je suis fichu. Et il se trouve que pour peser un fer, eh bien, il faut un truc plat. Sinon, ça ne marche pas bien. Donc en fait, il y a un moment, on va en parler, mais il y a un moment où on a un problème avec les orthèses qui sont dures, c'est qu'elles nous obligent à prendre des choix qui ne sont pas physiologiques, de base en fait. Sauf si la recommandation, c'est de la dureté explicitement. Si le vétérinaire a dit j'ai besoin de dureté explicitement pour quelque chose. Dans ce cas-là, on va chercher une orthèse qui est dure. Mais le sabot du cheval est mou, il n'y a pas de raison qu'il y ait une orthèse dure dessus. Ça ne fonctionne pas. Sinon, si je vise votre moteur sur votre carcasse de voiture, votre moteur il sort de la carcasse. Il faut un truc mou entre les deux, quoi. On va prendre des exemples. Est-ce que vous savez ce qu'est ce poney? On lève la main si on a une idée. Oui. La fourbure. Oui. Donc c'est un petit poney qui souffre de fourbure chronique. Et en fait, on pourrait remplacer ça par fourbure de négligence. Parce que si on s'occupait de lui, il irait très bien. Donc là, pour l'amener au parage, il a fallu quelqu'un qui tire devant et quelqu'un qui pousse sur les fesses, tellement il ne pouvait pas se déplacer. Là, si un thérapeute manuel pose les mains sur ce poney, c'est l'horreur. Il tremble sur ses genoux comme ça, il respire mal, il est exodiaté, il est contracté, etc. Et en fait, il est comme ça tout le temps. Donc on va le voir, il n'est pas sympa, il veut chiquer. C'est normal, j'ai envie de dire. Moi, on me fait mal toute la journée, mais je ne suis pas sympa. Hein. Je suis bien enregistré à carrière. Là, c'est un avant-après instantané, à 20 minutes de décalage. Et le fait d'avoir restauré l'ongle, en enlevant tout ce qu'il n'y a pas besoin, y compris la ligne blanche qui a disparu, et le poney, il est reparti en entretemps. Et il va très bien. Mais je suis embêté parce que pour mettre un fer, il faut ma ligne blanche. Alors, un autre exemple. Là, c'est une petite jument. Petite jument, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'elle a? Levez la main, s'il vous plaît. Personne? Personne? Bon. Cette ponette, en fait, elle souffre aussi de fourbure chronique. Et en plus, elle n'a pas de chance, elle a fait une scène de pince très importante, qui est venue déformer ce sabot élastique. On voit là sur les côtés, ça s'est même rentré à l'intérieur du doigt. Vous voyez, ici, là, de chaque côté. Ça a comprimé, ça fait une espèce de V, parce qu'elle a tellement de palmes qui partent de chaque côté, que c'est venu tordre le sabot. Il y a des plis d'origine mécanique, etc. Il y a cette scène, même topo, cette ponette, grande souffrance, incapacité de marcher. On lui fait plusieurs parages, on lui donne des CMV, on l'alimente correctement. Qu'est-ce qui se passe? Elle saute les clôtures, elle s'en va, alors qu'elle était statique dans son pied depuis des années. On lui a laissé la possibilité de se guérir. Anne-Nice, il y a une conférence après? Oui. À quelle heure? 1 minute. 1 minute, très bien, excellent. Elle est là, je crois. Hop, autre photo. Voilà, le doigt n'est pas aligné, infection profonde, le poney souffre, on reconstitue son sabot, on le guérit, il va mieux, c'est formidable. Enfin, le podologue équin, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas de la corne, il voit ce qu'il y a dedans. Je pense que vous avez compris. On a dit qu'on le faisait vite. Hein. Non, juste info là, le ferrage qui est magnifique là, en fait il détruit le cheval. Clairement, il détruit le cheval. C'est une photo que j'ai prise parce que c'est une boîte de maréchalerie au Qatar qui est très connue. Ce ferrage a été liké des milliers de fois. Il détruit le cheval sur place. D'ailleurs, il l'a détruit parce que depuis que la photo a été postée, le cheval est arrêté en fait. Voilà. On peut mettre des fers plastiques si on veut, c'est plus physiologique. On peut mettre des hyposandales.
Et puis, il ne faut pas oublier que le cheval est le meilleur des maîtres. Des questions, il n'y en a pas. Je vous remercie, je suis en retard. S'il y en a, ce sera au stand. Non, descendez au stand si vous avez des questions. Là, je vais me faire gronder par la personne d'après. Voilà, bonne journée.